Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech. Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons 2 personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but, vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute! Hello Benjamin! Salut Marie! Aujourd'hui, nous accueillons Francis Boyer et Nicolas Silberman pour parler de management et d'évolution du monde du travail. Bienvenue dans Your Story tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par une touche un petit peu légère. On a pensé que ce serait intéressant de vous demander si vous aviez un peu peut-être une anecdote marquante ou drôle, ou en tout cas qui a marqué votre façon de manager une équipe, une personne, peu importe. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager là-dessus ? Allez, je me lance. Oui, une petite anecdote qui est devenue plutôt un running gag avec un des managers de mon équipe, qui était il y a 1 an. On avait passé une semaine un peu compliquée sur plein de projets. Et puis on se voit, on se prend un café et on se dit bon, ça peut pas être pire. Eh ben, en fait, les semaines passant, les mois passant entre des problèmes d'orga, de recrutement, de départ, de stabilité de certains sites, de contexte économique, de tout ce qu'il y a eu de près ou de loin, ça a été vraiment pire petit à petit. Et c'est devenu une vraie blague maintenant de se dire: «Non mais de toute façon, ça peut pas être pire», et ça nous a bien, motivés à essayer de prendre un petit peu de recul de manière générale pour avancer, mais surtout ça nous fait bien rire et ça nous a assez rapprochés. Et donc c'est toujours pire quand tu dis ça ? Ah bah, je le dis plus maintenant, mais ouais, c'était, non, on a eu des choses, des choses même très compliquées qui se sont passées et bon, bah, voilà, mais ça va dans l'ensemble. Francis, une petite anecdote à nous partager ? Moi j'ai un espèce de rituel, j'avais un rituel qui était, j'étais parti de l'idée, est-ce qu'on peut tous dire ou pas, et donc je pratiquais pas mal les feedbacks entre les membres de mes équipes, mais surtout en insistant sur à la fois les qualités, en même temps ce qu'on suggérait d'améliorer, et ce qui était assez intéressant, c'est de voir à quel point on n'était pas à l'aise avec le fait qu'on vous dise que il y a ça à améliorer. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et donc, et comme je suis un fan de Star Wars, je considère qu'on est imparfait, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi on vivait mal le fait qu'on nous dise qu'on avait encore des choses à améliorer. Alors, c'est pas très drôle, hein, mais en même temps, ouais, c'était assez marquant. Top. On va passer un peu aux présentations, comme ça on en saura un peu plus sur vous. Je vais commencer par toi, Francis. Donc tu es conférencier, auteur, consultant et formateur en innovation managériale. Tu as une chaîne YouTube, un blog, et tu as écrit aussi 2 livres sur le sujet de l'innovation managériale et du travail. Au quotidien, tu nous as dit que tu accompagnais les entreprises pour leur permettre de faire face finalement aux nouvelles attentes des salariés. Déjà, bienvenue. Et puis, pour te connaître un petit peu mieux, on a un petit rituel, savoir du coup quel est le principal enjeu de ton métier et comment tes proches te définissent en 3-4 adjectifs. Alors, mon métier, déjà merci de m'avoir convié. Mon métier, je pense qu'aujourd'hui mon métier, c'est vraiment d'aider les entreprises et les managers à prendre de la hauteur pour comprendre ce qui est en train de changer et ce vers quoi on s'oriente, parce que j'ai fait le constat quand j'ai travaillé 20 ans d'entreprise qu'on est tellement né dans le guidon qu'on a du mal à prendre du recul. Et moi, je crois que mon métier, à travers les conférences et les articles, et depuis peu une chaîne podcast, donc je vous ai copié, eh bien, c'est pour eux toujours une phase de respiration et de prise de conscience. Et je pense que à mon âge, je m'autorise maintenant à dire ce que je pense vraiment, ce que je pouvais difficilement m'autoriser quand j'étais en entreprise. Ce qui m'amène à ce que l'on dise de moi. Alors, je sais pas si c'était perso, donc si vous demandez à tous mes amis, ils me diront que je suis extrêmement maniaque. Je considère que c'est une qualité. Ils considèrent que c'est un défaut quand ils viennent dîner chez moi. Surtout qu'il y en a un qui te fait tomber une petite pistache, ça, je deviens fou. Et sinon, en règle générale, je pense que ce qu'on dit, c'est assez pragmatique. J'aime bien les théories en appui des pratiques, et pas l'inverse.
Et je pense que je déteste faire comme tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, en fait, qui consiste à dire le contraire de ce que disent tous les autres, et je prends un petit plaisir à le faire et à le démontrer. Donc on n'a pas intérêt à venir prendre l'apéro chez toi. Si tu mets pas de Non. pistache par terre, tout va bien se passer. Ok. Top. Ok, merci. De ton côté, Nicolas, toi, tu es actuellement CTPO chez Unify Group, donc qui appartient au groupe TF1. Qui appartenait, Euh, mais je qui vais réexpliquer appartenait. dans 2 secondes. Ah bah, C'est tout récent. ok. Et tu es aussi actif, très actif. Tu as notamment co-lancé Tech.rocks. Bienvenue aussi parmi nous dans User Story. Est-ce que tu peux nous présenter l'enjeu de ton métier et là aussi 3-4 adjectifs qui viennent te qualifier? Ouais, merci pour cet entretien qu'on fait tous ensemble sur cet épisode. Juste pour réexpliquer 2 secondes, là, donc Unify, c'était une filiale de TF1 qui gérait pas mal de sites digitaux comme Au Féminin, Doctissimo, Marmiton et d'autres sites assez connus et qui vient d'être revendu à Reworld Media, autre groupe média français assez important. Donc c'est tout récent. Moi, mes enjeux, depuis longtemps, j'ai tendance à expliquer que j'essaye de casser un peu la boîte noire de la tech et maintenant de la tech et du produit vis-à-vis du business ou de la direction et en fait de donner un peu les clés pour comprendre ou pour passer les bonnes informations ou pour faire comprendre nos activités. Une sorte de grand traducteur dans un sens ou dans un autre, aussi bien avec les devs qu'avec le market, la régie, etc., etc. Et spécifiquement pour Unify, ça va être ce qu'on a très longtemps dit chez Unify, c'est unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque. C'est essayer de mettre en place un socle de techno, de méthodes, de façon de faire qui soit pragmatique et commun, ou en tout cas là où c'est intéressant d'être commun, tout en gardant de l'innovation, de l'agilité marque par marque, qui ne peuvent pas avoir la même approche à 100%. Enfin, un Marmiton ne va pas proposer exactement la même chose qu'un Doctissimo. C'est pas du tout les mêmes publics, les mêmes enjeux, la même façon de faire évoluer le produit. Donc pas mal de choses là-dessus et de faire en sorte que les équipes quand même travaillent toutes ensemble et pas chacune dans leur univers complètement cloisonné des autres. Comment on va me décrire alors souvent plutôt accessible et ouvert, enfin assez disponible. A priori, c'est enfin quelque chose, j'essaie de faire attention à ça et que l'on remarque, plutôt curieux, assez passionné et ensuite, de l'humour. Alors pour certains, c'est un humour assez nul et de merde, pour être très clair, pardon pour les jeux de mots, les mots grossiers et d'autres vont être très, très bon public, ça dépend. Ouais, Ok. sens-toi libre de faire des blagues et des vannes durant notre échange. Si problème vraiment est t'as honte, on coupera en montage. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est enregistré. Au moins dans l'open space, a priori, on m'enregistre pas, mais je vais essayer, je vais faire un effort. Ok, top. Merci à tous les deux. Si on vous a réunis aujourd'hui, c'était pour parler de l'évolution du monde du travail, des nouvelles attentes un peu des salariés et puis de la place des managers dans tout ça. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aurais voulu clarifier un petit peu avec toi, Francis, ce que tu entendais par innovation managériale, le sujet que tu traites pas mal. J'ai fait bien sûr un tour sur ton blog où tu l'as défini comme une transformation des pratiques pour évoluer vers une relation qui serait plus adulte-adulte plutôt que parent-enfant et puis trouver ce juste équilibre entre épanouissement individuel, performance collective. Ça, on entend parler beaucoup de cet équilibre travail, perso, etc. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, si tu as aussi des exemples et peut-être ce qui t'a amené finalement à cette discussion aussi dans tes expériences? En fait, tout est parti d'un échange que j'ai eu quand j'avais à peu près 23-24 ans. Je venais juste de découvrir la fonction ressources humaines et je croise mon directeur général de l'époque, on était dans la banque, et qui me dit Francis, expliquez-moi pourquoi les gens se comportent comme des enfants en entreprise alors que ce sont des adultes responsables dans la vie privée. Là, j'ai séché un peu, j'avais 23 ans, donc j'ai pas su répondre. Et je lui dirais, s'il était là, malheureusement, il nous a quittés,
Peut-être que s'ils se comportent comme des enfants, c'est parce qu'on se comporte comme des parents. Et donc, mes 20 années d'expérience en entreprise dans la fonction ressources humaines, il est extrêmement rare qu'on vienne voir, pour les autres, je sais pas, mais en tout cas, ce fut mon expérience, qu'on vienne voir un RH en disant, ouais, en fait, je voulais te dire, je kiffe cette boîte, mon patron, il est top, j'ai trop de la chance, ce que je fais, c'est génial, mon salaire, il est bien juste et équilibré. En général, c'est pas ça. On vient se Ouais. voir pour se plaindre. Voilà. Mon patron est un con, j'aime pas cette boîte, j'aime pas mon métier, je suis pas bien payé, etc. Trouvez-moi une solution. Donc là déjà on est déjà dans le rapport parent-enfant. Euh, Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça fait une douzaine d'années que je travaille sur cette notion d'innovation managériale. D'un point de vue étymologique, la notion d'innovation, on qualifie la notion d'innovation, contrairement à la créativité, les idées, l'imagination, comme quelque chose de concret, donc que l'on peut démontrer et qui a créé de nouvelles valeurs. Donc on innove quand on fait quelque chose qui n'existe pas. Ça a l'air un peu bête comme chose que je dis, mais donc il y a le côté concret parce que les idées tout le monde en a, les discours tout le monde en a, et moi comme j'ai évoqué tout à l'heure que j'étais assez pragmatique, moi ce qui m'intéressait c'est le concret. Donc le concret dans une entreprise comme Sony Music, ce qui est concret c'est quand vous échouez vous avez une prime, on récompense l'échec. Ça c'est intéressant. Ce qui fait que quand on me dit ça, moi je comprends pas, ça rentre pas dans mes cases. Mais quand on creuse, et ça c'est vraiment mon domaine, on se rend compte que le fait de valoriser l'échec, c'est créer les conditions de la résilience, par exemple. Je t'autorise à faire preuve d'audace. Si tu fais preuve d'audace, tu peux échouer, et je te protège dans ton échec parce que je pars du principe que tu l'as pas fait exprès et que tu as fait du mieux que tu pouvais. Voilà un petit peu. Et la différence que je note depuis le confinement, c'est qu'il y a un avant et un après Covid. Hein. Avant, on était beaucoup sur Chief Happiness Officer, Babyfoot, les trucs les gaming, etc. Donc c'était entreprise crée les conditions de mon bonheur. C'est passé le confinement, privation de liberté, frustration. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt j'attends de toi entreprise que tu me laisses agir librement sur mon équilibre de vie. Donc finalement que tu m'offres de la liberté, du libre arbitre, du pouvoir d'action. Ce qui est totalement incompatible avec le lien de subordination, si on regarde notre code du travail. Parce que le code du travail dit c'est l'entreprise et ses représentants qui sont responsables de tout. Et je pense que un contrat de travail, c'est bipartite, c'est une relation. Et je crois que les deux sont responsables dans cette relation. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille plus sur la notion d'entreprise co-responsable que d'innovation managériale, parce que maintenant, tout le monde parle d'innovation managériale, et donc ça m'intéresse plus, si tout le monde le fait. Il faut faire quelque chose de nouveau. Chacun met une définition différente derrière cette notion d'innovation managériale. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans ça donnerait quoi si dans une entreprise, tous les gens se comportaient de manière responsable, se sentaient acteurs et auteurs de leur épanouissement, de leur performance, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour le patron et ses représentants? Et donc, c'est là-dessus que je bosse depuis 2-3 ans. Il y a aussi une notion qu'on voulait creuser et différencier. On entend deux fois parler de manager, des fois de leader. Est-ce que vous faites tous les deux une différence entre ces deux termes? Est-ce que pour vous, il y a des objectifs, des missions qui sont derrière et qui sont bien différentes? Dans mon univers, en tout cas, il y a vraiment des différences et je pense que c'est dans un peu partout. Moi, donc, je dirige des équipes aussi bien de développeurs que des équipes produits, product owner, product manager, toutes ces équipes qui font évoluer nos sites et nos applications et d'autres métiers. Je vais avoir certains collaborateurs qui seront plus des leaders et qui vont avoir l'objectif. On va attendre d'eux, en tout cas, et on va leur permettre d'essayer de proposer des façons de faire, mais surtout de faire adhérer les personnes dans leur équipe ou avec qui ils travaillent, sans forcément avoir de lien de subordination directe, pour viser un même objectif, une vision commune, une envie d'aller plus loin, d'avancer tous ensemble et en fait que d'apporter un peu d'inspiration en faisant attention à ce mot-là, mais
d'avoir cette cohérence dans des projets ou dans même le quotidien professionnel. Alors que le manager, il va y avoir, si on tire vraiment les traits, juste surtout cette notion de la bonne orga, le suivi régulier, des collaborateurs, les objectifs, le recrutement, la façon de gérer leur vie, professionnelle au quotidien, heu et pas forcément cette notion de vision. Mais après, il peut y avoir des managers leaders, clairement, mais si on veut vraiment tirer le trait, chaque de entre les 2 ces 2 fonctions-là, moi je les verrais plutôt comme ça et d'ailleurs, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'il y ait plutôt des équipes de managers d'un côté qui viennent manager uniquement, et laisser les leaders ensuite, travailler, avec leur équipe pour avancer le plus loin possible. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Nicolas par rapport à cette notion de leadership avec ma grille de lecture à moi qui fait que je fais ça toute la journée. Donc, ce sera un peu plus facile pour moi de synthétiser. Si vous êtes OK, parce que justement, du coup, ça va interroger sur c'est quoi le management de demain. Il y a plusieurs choses. La notion de leadership, moi, souvent, je l'illustre avec koh c'est des personnes qui sont sur une île, qui se connaissent pas, et assez rapidement, ils ont besoin de suivre quelqu'un. Et donc, un leader, c'est celui que l'on suit. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre cette notion-là. Et il y a Eric Berne, qui est un psychologue, qui dit qu'il y a finalement 3 types de leadership. Il y a ce qu'il appelle le leadership statutaire. C'est un rôle qui est confié par l'organisation. Chef, machin, etc. Et donc, c'est défini, c'est désigné par l'entreprise et ses représentants à travers un contrat de travail, etc. Après, vous avez ce qu'on appelle le leader technique. C'est la personne que l'on va voir quand on ne sait pas faire ou quand on a besoin d'un conseil. Et c'est pas forcément le manager. C'est ça qui est intéressant. Après, vous avez ce qu'il appelle un leader psychologique. Donc, c'est la personne qu'on va voir quand on se sent pas bien ou quand on a besoin d'un avis qui n'est pas forcément lié au travail. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 formes de leadership. Naturel. Alors, moi, je suis pas fan des soft skills, mais on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Concernant ce qui a changé, c'est intéressant de comprendre ce que sera le management de demain au regard de ce qu'a été le management pendant un siècle. Très rapidement, parce que je ne vais pas trop prendre de temps, la première forme d'encadrement, d'autorité, on va parler d'autorité, c'est le patron, pater protégé. Donc là, on est au début du XXe siècle, et donc on attend d'un patron qu'il nous protège. Après est arrivée la notion de chef avec le taylorisme. Donc lui, son rôle, c'était plus de protéger, c'était de faire respecter les consignes, parce qu'on était parti du présupposé qu'on ne pouvait pas faire confiance aux humains, que c'était des grosses feignasses, et qu'il fallait mettre quelqu'un derrière eux pour qu'ils soient les plus productifs possibles. Après la Seconde Guerre mondiale et la tertiarisation, on est arrivé vers un nouvel intitulé, et c'est là qu'est apparue la notion de manager. Et là, son rôle, c'est de prescrire et de contrôler. Prescrire les règles et contrôler que c'est bien fait. Tout ceci renforcé avec la qualité d'Edouard Deming. Et puis dans les années 80, avec la mondialisation, on s'est rendu compte que les managers n'étaient pas faits pour lutter contre la compétition internationale. Donc, et on s'est inspiré des États-Unis en disant, maintenant vous n'êtes plus des managers, vous êtes des leaders. Un leader, c'est celui qui a le deal. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est de faire adhérer, de motiver, de donner envie, d'impulser, de dynamiser, et de récompenser en fonction de la performance individuelle, etc. Donc ça, c'est le leadership qui a été mis à mal dans notre pays en 2009 avec les suicides, France Télécom, si on s'en souvient. Où là, on s'est dit, ok, bon, c'est bien, un leader, ça booste la performance, mais ça pense qu'à l'argent et ça ne considère pas l'humain. Donc, on a dit dans les années 2000, il n'y a plus de leader, il y a des managers coach. Et le manager coach, son rôle, c'est de vous aider à grandir. Donc, on est sur d'autres qualités, d'autres caractéristiques, l'empathie, tout ce qui est collaboration, etc. Est arrivé la Covid. Et là, on a vu que, les managers ont eu un rôle super important parce que les gens avaient peur. Et la première réaction, c'était d'aller voir leur entreprise pour se rassurer. Donc, on a vu l'importance de l'autorité. Et pour moi, on ne peut pas avoir d'entreprise sans autorité. Les humains ont besoin d'une autorité.
Mais par contre, comme ils ont été privés de liberté et qu'ils se sont posé des questions, c'est la première fois en fait où les gens ont pu prendre le temps de se poser des questions. Et quand on regarde les sondages, 3 principales questions. La première, est-ce que mon métier fait sens? Si c'est pas le cas, pourquoi je reste là? La deuxième, est-ce que mon métier m'épanouit? Si c'est pas le cas, pourquoi je reste? Et la troisième, est-ce que je suis dans une entreprise qui me ressemble? Si c'est pas le cas, pourquoi je reste? Et c'est ce qui a été peut-être à l'initiative de la vague de démissions que l'on connaît au milieu de l'année 2021, qui n'est pas une grande démission par rapport aux États-Unis, mais qui est quand même une vague de démissions, 500 000 démissions tous les trimestres. Et du coup, les gens se sont dit, bon, bah voilà, moi, je n'ai pas forcément envie d'être heureux. En tout cas, mon bonheur, il n'est pas dans les toboggans, les baby-foot et tout ça, mais mon bonheur, il est dans ma liberté. Pourquoi j'irais pas travailler à Montpellier si j'ai envie d'aller à Montpellier, etc. Pourquoi avoir un seul emploi? Je peux très bien travailler dans 2 entreprises en même temps, ça s'appelle le temps partagé. Et donc, du coup, quand on a en face de la liberté, ça veut dire qu'on doit offrir de l'autonomie. Pour offrir de l'autonomie, il faut avoir des gens responsables. Et c'est là où le bas blesse, parce que quand on est dans une relation parent-enfant, ça ne peut pas le faire. Un enfant n'est pas responsable, l'adulte est responsable. Donc, du coup, ça, c'est une réflexion. Et l'idée, c'est de se dire, OK, si vous voulez de l'autonomie, il n'y a pas de problème, mais on doit revoir la manière dont on a envie de travailler ensemble. Il faut instaurer une relation que moi, j'ai appelée le CARE 2.0. C'est une relation basée sur la confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Moi, je peux pas te laisser faire ce que tu veux si j'ai pas confiance en toi. Il faut que, et donc, pour t'offrir de l'autonomie que a du CARE, j'ai besoin de la responsabilité. Et comme on est aujourd'hui, et c'est la difficulté que rencontrent les entreprises, les dirigeants d'entreprise, c'est aujourd'hui chacun pose ses conditions de manière individuelle. Et moi, je sais pas faire pour répondre à chacune de ces conditions-là. Et on obtient le E du CARE qui est l'équité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille pour voir si on peut concilier l'attente de l'entreprise et les attentes de chacun des collaborateurs, qui est différent par nature. Donc ça nécessite de créer un nouvel écosystème. Et concrètement, si on peut rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce que ça implique, cette nouvelle notion de confiance? Est-ce que tu as des exemples un petit peu de... Il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien dans les sondages, le facteur numéro 1 d'épanouissement professionnel, c'est l'équilibre vie privée-vie pro. Ok. Donc ça veut dire autonomie. Mhm. Et on leur dit, ok, très bien, nous on veut bien vous offrir l'autonomie, mais on a besoin de vous faire confiance, donc on attend de vous que vous soyez responsable. Être responsable, c'est assumer ses choix et ses décisions. Quand je rentre dans une entreprise, j'ai fait un choix, mais il y a des gens qui disent, bah non, j'ai pas fait un choix, il fallait que je bouffe. Ouais. Donc, du coup, ça nous amène à la notion de choix. Et l'idée, c'est de se dire, si on veut donner ça, et ce qui est une bonne idée, il faut qu'on lâche prise, il faut qu'on arrête de contrôler tout le temps, de tout dire ce qu'il y a à faire. Donc, ça marche bien. Offrir de l'autonomie marche bien avec des personnes qui sont compétentes et motivées. Or, ce qu'il y a de plus difficile en management, c'est quand tu as affaire à des gens qui ne sont pas compétents, pas motivés. Surtout quand ils croient qu'ils sont compétents. Parce que le feedback de tout à l'heure, c'est arriver à dire à quelqu'un, ouais, non, là, ça va être pas possible, t'es pas au niveau. Les managers détestent ça. Parce que ça va amener au conflit, etc. Et donc, on ne peut y parvenir que si on n'est pas, d'une certaine manière, dépendant des émotions et qu'on essaye d'aborder la relation, l'échange, de manière très factuelle. Et ça, c'est compliqué. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, je lisais le bouquin de Netflix, alors, la co-responsabilité, qui est le concept que je vous évoque, est très bien illustré par Netflix, mais c'est extrêmement violent. Parce que Netflix, il dit, on a 3 règles. La première, on embauche les meilleurs. Donc les losers, dehors. Donc on est aux États-Unis, on n'est pas en France. La deuxième, on les paye plus cher que le marché, parce qu'on veut pas qu'ils partent. Même s'ils ne demandent pas d'augmentation, ils en ont une. C'est quand même assez... voilà. Et la troisième, on leur fout la paix. Et le livre s'intitule « La règle chez Netflix, c'est qu'il n'y a pas de règle ». On leur fout la paix parce qu'ils sont compétents, motivés. Je crois que dans notre pays, c'est un peu compliqué d'introduire ça. C'est même, je vois pas trop comment je pourrais réussir à l'aborder ça, mais ouais. Et donc, l'idée, c'est de responsabiliser les salariés. Enfin, tout mon sujet d'étude depuis 3-4 ans, il est là. Parce qu'ils ont fait le choix de rejoindre l'entreprise, parce qu'ils font le choix de rester dans l'entreprise.
Mais moi, dans mon vécu, ils arrêtaient pas de se plaindre. Alors j'ai un parti pris, hein. Je parle que des difficultés. Moi, on me fait pas intervenir quand tout va bien. On me fait intervenir quand il y a des difficultés et qu'on comprend pas, et qu'on n'a pas les grilles de lecture. Donc, et cette notion de leadership avec des gens qui vous disent, moi, je fais ce que je veux quand je veux, c'est compliqué parce qu'ils n'attendent plus en fait. Ils n'attendent plus de suivre quelqu'un parce qu'ils partent du principe qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Quand, comment, où ils veulent le faire. Donc, ça remet 100 ans d'histoire du management en question. Et cette notion de leadership, même en question, c'est pour ça que moi je travaille sur une autre notion qui s'appelle le manager facilitateur. C'est-à-dire que c'est la personne qui va être au service des équipes qui sont compétentes et motivées pour identifier ce dont elles ont besoin pour être encore plus performantes et épanouies, qui vont créer du lien, qui vont autoriser, qui vont protéger. C'est une autre forme de métier parce que les équipes dans ces conditions-là, et dans le secteur informatique, on le voit bien, hein, les équipes attendent pas de leur patron qui leur dise ce qu'il faut faire et ils savent. C'est ce que je dis assez souvent à mes équipes et depuis longtemps, c'est que je suis pas moi le patron qui va être sur son piédestal à donner les bons points, les mauvais points, et à être dans un bureau fermé, pour aller décider de l'avenir de toute l'équipe, bien entendu. Et c'est vrai que quand tu dis la notion de manager facilitateur, j'ai été, plusieurs fois dans plusieurs boîtes différentes quand je suis arrivé, confronté à, des demandes, peut-être de la direction qui me dit, «Écoute, dans ton équipe, il y a, un tel et un tel, bon, c'est compliqué, tu fais ce que tu veux, mais franchement, à mon avis, sors-les, ça sera quand même beaucoup plus simple». Pour voir que, on avait, des collaborateurs qui avaient soit un problème de motivation ou qui n'entendaient plus forcément grand-chose de la boîte ou qui étaient quand même là pour plein de bonnes raisons. Et où finalement mon rôle c'était pas de les sortir, à tout prix, ça a plutôt été d'essayer de comprendre ce qui se passait pour les replacer sur des sujets, des projets qui les intéressaient et relancer une certaine motivation, un peu comme s'ils rejoignaient une nouvelle boîte, mais en restant, dans un univers, dans lequel ils étaient plutôt, à l'aise et en zone de confort, pour, retrouver, chez eux, l'énergie qu'il fallait et repartir et du coup me permettent de travailler, cette autonomie, regagner de la confiance, parce que derrière moi j'ai fait un début du chemin en disant: «Écoute, avançons, mais avançons autrement» et donc certes, ils sont là, on n'a rien demandé, ils ont évolué, mais là tout d'un coup de réussir à les embarquer un petit peu plus pour aller vers ce côté, je vais essayer de t'aider à aller mieux parce qu'en fait, tu as aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est l'historique. Et c'est vrai que dans les boîtes, quand on a de l'ancienneté, et je dis l'ancienneté, c'est pas forcément 20 ans, très loin de là, hein, c'est parfois 2 ans, c'est vieux dans certaines boîtes, du digital ou autres et surtout chez les devs, qui restent pas forcément, des années en poste. Et c'est super intéressant pour motiver, pour embarquer aussi les autres équipes, et tous les collègues, au quotidien. Et là, je pense que Nicolas a utilisé un nouveau mot après celui de leader, qui est la motivation. Et moi, ce que j'explique aux managers, aux dirigeants, c'est arrêter de motiver les gens, ça sert à rien. Parce que l'être humain par nature est motivé, c'est plutôt essayer de comprendre ce qui pourrait les démotiver, ce qui n'est pas pareil. Et Ouais, surtout, demandez-leur s'ils ont envie d'être motivés. Mm. Parce que le nombre d'années que j'ai perdu à essayer de motiver quelqu'un qui voulait pas être motivé, et en plus, quand on réfléchit d'un point de vue étymologique, et motivé, c'est justifié par des motifs. Et le leader motive ses équipes parce qu'il lui donne du sens, parce qu'il leur dit, bah, allez là où moi je veux que vous alliez. Donc, il n'est pas du tout au service des équipes. Et, euh, et argumenter par des motifs, c'est pas loin de manipuler. Donc, quand on est dans ce que je propose, c'est vérifier toujours vos présupposés, au lieu d'aller tout de suite vouloir trouver une solution pour un collaborateur, et je rejoins ce que tu dis Nicolas, et c'est très bien, demandez-lui s'il a envie de. Ne lui on enlevez est pas sa part de absolument d'accord. responsabilité. Mmh. Parce qu'en psychologie sociale, on dit que ça s'appelle l'état agentique, on dit qu'à partir du moment où on apporte une solution à quelqu'un, on l'infantilise, on le déresponsabilise. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire la bienveillance, moi ce que je dis
quand j'ai une chérie, je dis ne me donne pas de conseils si je ne t'en ai pas demandé. C'est violent. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils alors que personne leur a demandé, par bienveillance. Donc je motive par bienveillance. Ouais, mais assurons-nous d'abord que les personnes ont envie Hmm. de mon point de vue, hein, c'est Mhm. ce que je pense. Hein. Toujours vérifier ses présupposés. Ouais, parce qu'on pourrait se dire. Enfin, j'imagine que tu le disais, tu interviens dans des situations un peu où c'est un peu tendu. Si l'un et l'autre n'ont pas envie de faire, soit le manager ou un salarié n'a pas envie de faire le pas pour s'améliorer ou pour aller mieux dans cette situation, bah c'est quasiment voué à l'échec dès le début en fait. Bah, ça Ouais. sert à rien. C'est pour ça que Absolument. je provoque en disant motiver, ça sert à rien. On est évidemment aligné là-dessus, parce que c'est peine perdue et c'est de l'énergie, dépensée pour rien et pour personne d'ailleurs. Donc, s ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est le et c'est vraiment essayer de pousser l'impossible, que de motiver quelqu'un qui de toute façon, n'est déjà plus là. Ça m'est déjà arrivé il y a de temps en temps de mettre un peu de temps à me rendre compte de ça. Mm. Et rapidement, on finit par se dire: «Mais c'est même pas possible» et du coup, ce qui est intéressant quand on se rend compte que, on pourra pas aller plus loin, c'est qu'on va avoir une approche qui est peut-être aussi pour pas refaire le côté bienveillance, mais en tout cas de se dire, quand la situation s'y prête, d'essayer de travailler avec la personne en lui disant: «Bon, écoute, peut-être que là, il y a un moment où, c'est la fin d'une histoire, d'une façon ou d'une autre mais normalement, ça c'est peut-être un sujet qui peut être plus facile à aborder». Mais là, pour le coup, ça dépend beaucoup du contexte. Oui, et puis cette notion de fin de relation, c'est encore une fois un sujet extrêmement sensible. C'est-à-dire, il y a une étude de Pôle emploi qui dit que les nouvelles générations changeront entre 12 et 15 fois de métier dans leur vie. Donc ça veut dire qu'ils vont quitter plus de fois les entreprises. Et nous, on est encore sur un prisme selon lequel on doit les garder. C'est le outboarding, hein, c'est-à-dire tu veux partir, tu pars. Et l'idée, c'est que tu pars dans de bonnes conditions, dans de bonnes relations. Parce que peut-être un jour, tu pourras revenir, fort de l'expérience que tu as acquise dans une autre entreprise. Et donc, mais dans les anciennes générations, quitter une entreprise, c'était de la trahison. Donc, c'est pour ça qu'il faut renégocier le contrat tel que moi je l'imagine. C'est vrai que ça a pas mal évolué. Alors moi, je viens du coup, maintenant on a été vendu, mais dans le groupe d'où je venais, donc c'était Unify appartenait à TF1 qui appartient au groupe Bouygues. Il y a quelque chose que j'ai toujours plutôt apprécié dans leur démarche, c'est au niveau des équipes RH d'avoir des primes, enfin en tout cas d'avoir des objectifs plus exactement, pas forcément des primes, ça je n'ai pas les infos, mais des objectifs en termes de mobilité interne groupe. Pour essayer un peu de dire, non pas de retenir quelqu'un sur son poste, à tout prix, où là, je te rejoins parfaitement, Francis, mais de se dire en revanche quand on a, des personnes qui ont fait le tour d'un job et qui ont envie de voir autre chose, bah, en fait, on a tellement de métiers différents, dans des contextes complètement différents, avec des managers qui n'auront rien à voir et des équipes qui seront, à 10 000 lieues, de ce qu'ils faisaient, dans une autre, dans d'autres services ou dans d'autres entreprises, dans d'autres entités, dans d'autres filiales. Mais de se dire, c'est quand même plus intéressant au niveau groupe d'essayer de les garder d'une façon ou d'une autre. Et j'ai toujours trouvé cette approche plutôt intéressante. Oui, sachant qu'il faut, et c'est là où c'est important de bien comprendre l'évolution de la société pour comprendre l'impact que ça a sur l'entreprise. Parce que on a un monsieur qui s'appelle Hudson qui disait que euh, on, on fait le tour d'un poste en 7 ans. Donc ça paraît assez légitime qu'au bout de 7 ans, les personnes aient envie de changer. Mais ça, on est dans les années 70 quand il crée le concept. Moi, je pense qu'on fait le tour d'un poste en 2 ou 3 ans. Et comme pendant le confinement, on s'est posé la question, est-ce que mon métier fait sens? Donc, mon métier fait sens, je m'ennuie, le burn-out. Je veux autre chose. Alors, si on est dans un grand groupe, c'est très bien de pouvoir permettre à des personnes de... moi, je suis intervenu pour des grandes entreprises, justement, pour leur dire, vos métiers vont changer. Du coup, c'est plus les mêmes enfin, c'est plus les mêmes compétences. On sait que à peu près, je crois, statistiquement, il y a un tiers du socle des compétences qui vont être renouvelés tous les 4 à 5 ans. Donc, c'est à la fois bien parce que du coup, ça évite l'ennui.
Mais si on peut apporter une solution, c'est top. Mais c'est ce que j'ai tendance à penser, c'est euh, ayez toujours présent l'esprit que c'est de la responsabilité de la personne et pas de la vôtre. Enfin, grosso modo, dans un de mes premiers principes quand je fais sur la culture de la co-responsabilité, c'est de dire aux salariés, je suis pas ton père et je suis pas ta mère. Et t'es pas mon enfant. On est tous les deux des adultes qui avons fait le choix de travailler ensemble, qui avons pris cette décision et qui devons les assumer. Ça paraît bête de le dire, mais quand on le dit à voix orale, moi je le fais dans le cadre de conférences, il y a des fois c'est chaud. Hein. Et du coup, comment je peux la mettre en place, cette co-responsabilité dans mon entreprise? Alors, il y a des manières de le faire. Moi, c'est un long chemin qui doit partir d'un constat. Et je trouve que la crise Covid-19 est une excellente opportunité de légitimer un changement qu'on ne pouvait pas légitimer avant. Le discours consiste à dire les gens se sont posés des questions, etc. C'est une opportunité de dire, bon voilà, maintenant le monde a changé, il y a un avant et un après Covid. Ça paraît aujourd'hui être une certitude, même si sur le moment on n'était pas tous d'accord. C'est pas non plus une révolution de malade, mais en tout cas il y a cette revendication-là qui nécessite de se poser les questions en disant est-ce que notre entreprise elle est faite pour offrir la possibilité d'avoir un petit peu plus de libre arbitre, de permettre à des personnes d'aller sur un métier plus épanouissant, etc. Notre entreprise est faite comme ça? Et on se rend compte que 100 ans d'histoire du management fait que toutes les innovations managériales que l'on a connues n'avaient pas pour vocation à rendre heureux les gens. C'était améliorer la productivité, améliorer la performance, améliorer la qualité. Il n'y a que depuis 10-15 ans où on s'est dit c'est quand même important. Mais en même temps, il y en a qui disent ouais, mais une entreprise, c'est pas fait pour rendre heureux les gens. Une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent. Et donc, bien évidemment, on a compris que si les gens sont plus heureux, c'est tout gagné. Mais ce n'est pas sa vocation première. Donc, rien que ça fait débat. Et donc, aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de dire, puisque le Code du travail, nos élus, enfin nos gouvernants, et je n'ai aucune critique à leur égard, hein, n'ont pas intégré ça, c'est pas le Code du travail qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Donc, du coup, il faut le renégocier. Il faut négocier un nouveau contrat social avec des nouvelles règles du jeu. Je ne sais pas si j'ai répondu, Benjamin, à la question. Et donc, ça s'édicte par un certain nombre de postures, de principes. Moi, je revisite beaucoup les référentiels de management. Les descriptions de postes, je leur dis normalement, vous devez avoir 2 cases. Pas une liste à la Prévert, ça ne veut plus rien dire. Donc, voilà. C'est une nouvelle manière de travailler que je trouve très intéressante parce que du coup, on revisite les fondamentaux. Et toi, de ton côté, Nicolas, tu le sens, cette vague qui est venue avec le Covid-19 sur la transformation de tes équipes et le style de management? Oui, 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 complètement. On sent que qu'effectivement, on va vraiment avoir cette attente de prendre en compte de façon même quasiment native, que l'attente des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise va être de se dire, il sait enfin, ça paraît naturel de penser à leur quotidien, leur cadre de vie. J'ai même presque envie de dire que toutes les questions de qualité de vie au travail, qui sont des sujets récurrents côté RH, prennent encore plus d'ampleur et de force aujourd'hui. Et effectivement, d'ailleurs, j'ai bien aimé, Francis, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, quand tu parlais on est sorti vraiment du côté le baby-foot et les canapés qui sont dans les lieux communs, dans les boîtes, parce que c'est clairement pas ça, qui va faire la différence. Ça, je l'ai remarqué depuis un petit peu avant le Covid d'ailleurs. Heu, mais au contraire de se dire: est-ce que je vais avoir cette bonne conciliation, pro, perso, mais qui doit même pas être un sujet? Et c'est surtout ça que moi j'ai ressenti, c'est qu'il y a pas à se justifier de quoi que ce soit, en fait, ça doit être, tout à fait normal. Et j'ai vraiment senti, entre avant le Covid et maintenant, cette attente qui devient une sorte d'acquis, de base, de dire: «Oui, bah, enfin ça,
ouais, mon bien-être, il est normal et maintenant pourquoi je vais bosser et pourquoi je m'éclaterais et est-ce que je suis un peu raccord avec aussi, les enjeux, la mission de la boîte ou des choses comme ça. Mais d'abord, bah, mon cadre de vie. La question récurrente que j'ai, c'est le télétravail. C'est, que toutes les boîtes, enfin que beaucoup d'entreprises, ont, des attentes, fortes de, «Je veux télétravailler X jours par semaine, toute la semaine», aller, quand on est sur Paris, aller en région, aller à l'étranger et cetera et parce que j'ai envie et parce que mon métier s'y prête et donc on essaie de voir, quand est-ce que c'est possible, quand est-ce que ça l'est un peu moins. Hem, mais c'est en fait des discussions qui sont beaucoup plus faciles maintenant parce que, il y a beaucoup moins, voire plus du tout de barrières, ne serait-ce que pour poser la question et travailler dessus. Après les réponses, ça dépend de la maturité des boîtes, je pense, mais poser la question, ça me paraît, vraiment naturel maintenant par rapport à il y a 2 3 ans et avant où clairement, c'était plus difficile. Ouais, c'est là où on voit par rapport à ce que dit Nicolas, c'est qu'avant le confinement, on était plutôt sur du manager coach, dont la vocation c'était de rendre heureux le collaborateur. Il y a même eu des chefs happiness officers qui ont disparu pendant le confinement, on les a plus jamais revus. Bah, il y a plus de baby-foot et de ping-pong, hein. Ouais, mais pourtant, alors ça c'est paradoxal parce que je vais vous annoncer un chiffre que j'ai annoncé, parce que j'ai animé une conférence il y a pas longtemps sur pourquoi il fallait revenir travailler au bureau. Et en fait, la DARES nous dit que il y a beaucoup moins de jours télétravaillés en 2021 qu'en 2019. Il y avait 30% des salariés qui étaient en télétravail en 2019, 41% en 2020, mais ça c'était le confinement, et on est tombé à 26% en 2021. C'est-à-dire qu'il y a un effet où les gens en ont eu marre du télétravail et ont voulu retrouver leurs copains, et leurs collègues parce qu'on se fait des amis, parce qu'il y a plein de choses. Et donc on se rend compte que le télétravail en plus concerne seulement 20% des emplois en France, donc c'est pas beaucoup. Quand tu regardes au niveau dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, le télétravail, ça leur parle pas. Ça concerne uniquement les cadres, principalement 55%. Donc et on le retrouve beaucoup dans les grandes villes, dans les administrations et dans les sociétés de services. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit le télétravail c'est bien, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est la revendication d'autonomie pour avoir accès à un équilibre de vie. Et ça c'est tout secteur. Dans la restauration, ils ont du mal à embaucher parce que les gens veulent plus travailler le soir ni le week-end. Leur équilibre de vie est vachement plus important. Je veux pas un travail pénible. Je veux un travail qui fait sens. Donc, quand moi j'ai un client qui est une société de nettoyage, en disant bon, ok, bon, va falloir qu'on travaille le sens pour expliquer à quelqu'un que son job c'est de nettoyer les bureaux. Et il y a bien évidemment du sens. C'est grâce à ces personnes-là que ceux qui travaillent se sentent bien et ont envie de revenir, ils sont plus productifs. Donc, ça dépend effectivement des secteurs d'activité, mais le point commun à tous les secteurs d'activité, c'est pas le télétravail, c'est la liberté. La liberté d'agir sur son équilibre de vie. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Quand j'ai un collaborateur qui me dit, «Je vais partir plus tôt, je voudrais aller chercher mes enfants à l'école, je terminerai ma journée après». Alors effectivement dans cet univers, du digital, c'est un cadre et cetera, donc ça s'y prête très bien. Mais en plus ça marche parce que, bah, il y avait ce qu'on disait au tout début de l'échange, cette question de confiance qui est là, de seniorité et c'est presque, il y a même pas de sujet, quoi. C'est effectivement, bah, vas-y, va passer cette heure à aller, chercher tes gamins, profiter un petit peu du temps avec eux, et ensuite, de revenir au boulot, parce qu'en fait, 1, je sais que tu vas bosser, mais surtout 2, ça va toi t'épanouir et en plus tu seras bien et c'est même naturel, donc c'est C'est pour ça qu'en fait, on est passé d'une culture de la règle avant le confinement à une culture du résultat après le confinement. En disant, mais si tu as envie de bosser à 2h du matin, bosse à 2h du matin, du moment que tu es au rendez-vous. Moi, ça me dérange pas. Tout le monde n'est pas parvenu, tous les managers qui sont énormément, alors c'est pas applicable partout, vous voyez, par exemple, dans le secteur hospitalier, c'est pas jouable. oui, non, Ouais. c'est différent. Mais, Mais, mais moi, vous savez, dans le secteur, moi j'ai formé il y a pas longtemps des médecins sur ce sujet-là. Ils me disent, on a beaucoup de mal à trouver des infirmières parce que le métier est moins attractif, donc c'est comment on va s'y prendre parce qu'on peut pas agir comme dans d'autres secteurs d'activité.
Une infirmière peut pas télétravailler. Et on n'a pas encore inventé la téléportation, donc pour planter une aiguille de chez soi dans une fête, c'est un peu gênant. Donc, quand on regarde tout ça, faut intégrer l'ensemble des métiers, l'ensemble des et c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est que même si le sujet est le même, il peut pas être abordé de la même manière selon le secteur d'activité. Ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, je pense que la voie la plus entendue, c'est sur le télétravail parce que c'est l'exemple un peu type et puis qu'on voit aussi dans le digital et donc il y a forcément plus de répercussions sur les réseaux, etc. Mais c'est intéressant justement de voir ce mouvement, comme tu disais, Francis, à l'échelle de différents secteurs et qu'on peut voir en crise, même tu parlais de la restauration ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, moi, je connais bien le secteur et c'est un gros problème aujourd'hui. Et, et du coup, je me posais la question de cette liberté. Tu parlais de l'autorité tout à l'heure aussi, que tu considérais qu'on ne pouvait pas vraiment mener une entreprise sans autorité. Je serais curieuse d'avoir un peu votre avis à tous les deux sur cette question de quelle est l'importance de l'autorité et puis quelle est sa place aussi par rapport à cette nouvelle place de la liberté et de la facilitation comme on en parlait tout à l'heure aussi. Toutes les entreprises qui s'étaient, entre guillemets, libérées de l'autorité hiérarchique n'ont pas bien vécu le confinement. Parce que quand on est dans la peur, quand on est dans le stress, et qu'on est un enfant, c'est la position dans laquelle le système nous met, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'avoir quelqu'un qui prenne soin de nous. Donc je suis convaincu, et d'ailleurs c'est l'évolution de notre humanité, qu'on a besoin de deux choses. On a besoin d'appartenir à un groupe et on a besoin d'une autorité. Ce dont on n'a pas besoin, c'est d'autoritarisme, par contre. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et moi ça me faisait penser à ce côté. Alors c'est très bien effectivement d'avoir des équipes, des personnes, des collaborateurs qui sont autonomes, qui avancent, mais il y a un moment où savoir où on doit aller, savoir quels sont les enjeux, les objectifs aussi de la boîte, la vision, qui va les pousser et peut-être à quel rythme suivant les activités, et pourquoi on va le faire. Je ne sais pas si ça rentre dans la définition d'autorité, mais c'est quand même, des points sur lesquels on va, pousser aussi les équipes pour d'une part évidemment essayer d'atteindre des objectifs au niveau de l'entreprise, mais également en donnant un chemin, permettre de rassurer parce que derrière il y a ces décisions ou cette notion de choix qui a été fait et sur lequel on n'a plus qu'à se laisser porter pour avancer. C'est un peu la limite de la démocratie aussi, hein. C'est-à-dire que c'est un gros débat que j'ai avec mes potes. Bah, si chacun, moi je le vois par exemple quand je travaille sur les valeurs d'entreprise, en disant voilà, on va forger une nouvelle identité post-Covid, parce que le monde est complètement différent et aujourd'hui on a besoin peut-être d'autre chose, peut-être un peu plus d'agilité, peut-être un peu plus d'audace, etc. Parce qu'on va pas attendre de se faire bouffer, parce qu'on n'est pas capable de prévoir ce que demain sera fait, ce dont demain sera fait, ça. Et donc aujourd'hui vous choisissez 3-4 mots comme ça qui symbolisent les valeurs qui vous semblent importantes, qui doivent être incarnées dans toute la boîte. Et quand je fais la tournée des popotes, il est extrêmement rare qu'il y en ait qui reviennent, qui soient unanimes, consensuels. C'est toujours l'objet d'un débat, parce que chacun a sa propre vision. Et ça, c'est l'individu. Donc, et donc en sociologie, enfin en psychologie sociale, on dit que la première étape, c'est chacun exprime sa vision, mais à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord, parce que sinon, on part dans tous les sens. Qui décide d'eux se mettre d'accord? Vous voyez, il faut des règles du jeu. Et souvent, c'est l'autorité qui définit ces règles du jeu. Mais il peut le faire différemment. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand j'interviens, je dis voilà, c'est quoi les règles du jeu, quelles sont les règles du jeu dont vous avez envie, mais ils sont obligés d'avoir une autorité pour pouvoir se mettre déjà d'accord sur les règles du jeu, parce que s'il n'y a pas d'autorité, ça risque d'être l'anarchie. C'est en cela où je parle d'autorité et pas d'autoritarisme. Et du coup, tu l'as un tout petit peu évoqué, les nouveaux modèles d'organisation.
On entend parler d'holocratie, de modèle d'entreprise libérée. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Francis, ou même toi, Nicolas, si c'est des choses qui vous parlent. Est-ce qu'il y a des bons points, il y a des choses à prendre dedans pour les futures organisations? Est-ce que c'est le futur, justement, est-ce que c'est l'innovation, pardon, vient de ces modes d'organisation? Avant la Covid, on était dans l'entreprise libérée, l'entreprise opale, qui partait de quel constat? Si aujourd'hui les salariés sont pas efficaces et sont pas épanouis, c'est à cause des managers. Donc plus de managers. Ok, très bien. Et on prône l'autogouvernance. Ok, très bien. Sauf qu'on s'est rendu compte très très rapidement qu'il fallait des règles du jeu. Et les règles du jeu ont été, des systèmes holacratiques libérés, etc., n'ont pas tenu. N'ont pas tenu parce que, pour deux raisons. La première, c'est que les règles du jeu qui étaient là pour compenser l'absence de la hiérarchie étaient encore pires que la hiérarchie. Donc, parce que c'était extrêmement prenant. On voulait faire en sorte que tout le monde s'entende bien et bosse ensemble, c'est l'autogouvernance. Et pour qu'il n'y ait pas de leadership naturel, il fallait des règles. Mais du coup, on a eu beaucoup de règles qui ont été mises en place. Ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est qu'on a découvert beaucoup de rituels avec cette nouvelle forme d'organisation, mais qui n'est pas pérenne dans notre pays pour plein de raisons. C'est que si tu n'as plus d'autorité, et si ce sont les salariés qui s'autogouvernent, que font les partenaires sociaux? Parce que dans la plupart des entreprises, on a le triangle dramatique, hein, avec des victimes, persécuteurs, des sauveurs. Donc les victimes, c'est les salariés, les persécuteurs sont les managers, et puis les sauveurs sont les organisations syndicales, et je ne reproche rien, c'est comme ça, hein. Ce sont les jeux psychologiques. Mais si on n'a plus donc quand on est dans l'autogouvernance, on n'a pas besoin de sauveurs. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes et plus de persécuteurs. Je ne suis pas convaincu que dans notre pays, on accepte l'idée que les partenaires sociaux renoncent à leur rôle, en partant du principe que ils n'ont plus de raison d'être puisque les gens s'autogouvernent et sont bien ensemble. Donc celui qui s'est jeté sur le télétravail, et là je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, ce sont les organisations syndicales. Elles se sont dit, bah voilà, puisque le bonheur au travail n'est plus un sujet, il faut qu'on en trouve un autre. Ah, le télétravail en est un. Si je vous pose aujourd'hui la question, et je vous invite à le faire avec tout, moi c'est ce que je fais quand j'interviens sur la notion de plaisir au travail, qu'est-ce qui vous éclate le plus dans votre travail? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la jouissance absolue? Je suis pas convaincu que ce soit les conditions de travail. C'est ce que vous faites, votre métier. Un bon point. Mais c'est intéressant ça parce qu'on pourrait se dire qu'on a intérêt, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire en dehors du monde du travail, de sortir de ce triangle qui est en soi la bonne posture normalement c'est d'essayer de sortir justement de ce triangle, sachant que tout acteur peut être persécuteur, victime à un moment, hein, mais on aurait plutôt intérêt en tant que société à sortir de ce triangle-là. Après, est-ce qu'on est capable de le faire? C'est autre chose. Mais est-ce que vraiment ce type de modèle d'organisation un peu alternatif sort de ce triangle? Je sais pas si... Je sais pas si on replongerait pas les 2 pieds dedans, au bout d'un certain temps, mais sans forcément s'en Mhm. rendre compte. Parce que chasser le naturel, il revient au galop, on pourrait peut-être en parler des heures et des heures à mon avis, ça serait un bon débat. Dès le premier er ou dès peut-être pas le premier mais dès que la situation commence à devenir un peu plus difficile, où on va vouloir se raccrocher à des repères, de qui nous ont bercé depuis toute notre enfance, donc forcément c'est peut-être aussi pour ça que, heu, on risquerait de s'en libérer, sans jeu de mots. Mais pour autant, il y a quand même des bases, qui sont intéressantes, et moi je vois, sans être sur, une entreprise complètement, libérée, j'ai pu voir des boîtes sur lesquelles, chacune des équipes en permanence, on essaye de savoir à quel point elles sont, contentes,
de bosser sur leurs projets, avec leurs interlocuteurs et d'essayer de suivre un petit peu ce côté satisfaction et qualité des projets et le quotidien pour essayer de driver un petit peu la motivation globale et vérifier que tout le monde soit à l'aise et je trouvais que c'était une approche aussi intéressante, sans pour autant aller sur de l'autonomie, forte sur les choix de tout d'ailleurs, j'allais dire des projets, mais même de toute leur, de tout leur quotidien. Heu, je vois plus des choses un peu hybrides maintenant, un peu en rapport avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Hem, En tout cas dans les boîtes un peu plus importantes. Peut-être que toute la partie entrepreneuriale, start-up et cetera, c'est peut-être un gros raccourci que je vais faire là et Francis, tu me corrigeras juste après, où il y a peut-être plus de facilité à être, dans des concepts, d'organisation plus, avec beaucoup plus de liberté, d'ouverture d'autonomie, que dans des boîtes plus traditionnelles. Mais, ouais, c'est peut-être un gros raccourci que je ferais, je ne sais pas. Non, moi je pense qu'effectivement, si on est dans le secteur industriel, tout est tellement processé qu'on peut difficilement offrir du libre arbitre. Et dans la restauration aussi, moi quand j'interviens, on me dit c'est bien votre truc, hein, on est d'accord, mais nous on est tellement bordés qu'on peut pas offrir un chouille d'initiative. Donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Ça me paraît vraiment évident quand on est dans le bâtiment, bah, la marge de manœuvre, elle est. Si tu dis bah non, moi je verrais bien le mur différemment, bah non, l'architecte il est pas d'accord. Donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité professionnelle. Ça me paraît. Dans mon style de management, je dis 2 choses. Je dis: «Le mieux est l'ennemi du bien». Je dis, alors évidemment tout ça n'est pas de moi. Je dis, voir grand ou voir loin, mais commencer petit. Et puis dernièrement, j'ai rajouté une troisième phrase qui est, hem: «Seul on va plus vite, à 2 on va plus loin». Et ça ne peut se traduire que dans les faits et dans les actions, c'est certain parce que d'ailleurs, c'est aussi des choses qui ont je ne sais pas si ça a beaucoup évolué, en tout cas, j'ai remarqué que ça me remontait plus rapidement aux oreilles quand, j'avais de temps en temps, parfois, du beau discours, mais que dans les actes, ça ne suivait pas. Et les attentes sont assez fortes aussi dans ces thématiques-là du quotidien, de l'autonomie, des prises de décision, de l'orga et cetera, de pas juste dire, les belles phrases, mais évidemment d'être plus, de les assumer. Alors, à ce titre, si je puis me permettre, la manière que j'ai, moi, de faire, c'est, on va prendre une phrase qui va être, par exemple, le bien, non, le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça, Nicolas? Ouais. Ok. Il y a 3 questions à poser au salarié, parce que là, pour l'instant, c'est un peu Moïse. Moi, je pense que. Mais vous, qu'en pensez-vous? Et donc là, on peut poser au salarié, si on considère que c'est un principe qui est important, 3 questions que j'ai l'habitude de poser. Un, est-ce que vous adhérez à ce que je viens de vous dire? Et là, c'est intéressant de voir s'il y en a qui adhèrent ou pas. Et la deuxième question, c'est, ok, on va dire que vous y adhérez. Ouais, je suis d'accord avec Nicolas. Très bien. La deuxième, c'est est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que dans notre entreprise, c'est possible de faire ça? Et la troisième question, c'est est-ce que c'est facile pour vous de l'incarner au quotidien? De se dire des belles choses? Parce que il y a une étude américaine qui dit que entre 0 et 17 ans, on reçoit à peu près 150 000 feedbacks négatifs. C'est pas bien, t'as pas fait les choses, machin, t'as eu un 2 sur 20, t'es qu'une buse. Contre 5000 feedbacks positifs. C'est-à-dire qu'on est on est dans une culture un peu judéo-chrétienne. Alors, ça vient des Ah ouais! États-Unis, mais je pense qu'en France, les scores seraient encore plus élevés. On vous élève en disant, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle le conformisme social. Donc, on est habitué à obéir. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut toujours vérifier ses présupposés. Si je pense, moi, en tant que dirigeant, que le mieux est l'ennemi du mal, et qu'on va plus loin, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs, pour que l'idée, c'est de passer de l'intention, la déclaration d'intention, à l'action.
Il y a un chemin que moi j'ai identifié, c'est on va demander aux équipes ce qu'ils en pensent, on va demander aux équipes s'ils croient que c'est possible, et puis on va demander aux équipes ce qu'ils comptent faire pour que ça le soit, concrètement, à travers des rituels. Par exemple, chez Leroy Merlin, ils ont un truc qui s'appelle le mur des bravos. Donc justement pour renforcer pour développer le renforcement positif, quand il y a un truc qui est bien, ils se font des bravos. Voilà, bravo. Enfin, et ou dans d'autres entreprises, chez April, ils se font des signes de reconnaissance, par exemple. Donc moi j'ai apprécié ta créativité, j'ai apprécié ton soutien affectif, j'ai apprécié tout ça. Parce que comme c'est pas notre culture, à nous, les Français, on est obligé de rééduquer d'une certaine manière. Et concrètement, cette règle-là, je la trouve juste géniale, en fait, de ces 3 questions parce qu'en fait, une question que enfin, moi, je pense qu'on m'a le plus posée, même en personne, voilà, qui écoute le podcast et cetera, c'est la notion de comment vraiment rendre concret, toute la notion de vision, les valeurs, Ouais. toutes ces choses-là et en fait, personne n'a vraiment de réponse. Ah si quand même. Hem mais déjà, je trouve que ces 3 questions-là, en fait, c'est génial. Parce que c'est bien de définir des valeurs, d'une entreprise qu'on aimerait bien idéalement pour une entreprise, parce que c'est souvent, ça aussi. Mais concrètement, comment mettre en place tout ça? Il y a ces 3 questions et puis il y a ce qui arrive, tout de suite, Francis. Déjà, il faut savoir que je suis pragmatique. Donc moi, la marque employeur, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Si c'est pas ancré dans le quotidien, ça ne m'intéresse pas. Et je dis que pour que la relation co-responsable sur laquelle je travaille prenne forme, je proposais un autre triangle SVP, mais avec des mots différents. C'est-à-dire un sens commun, des valeurs communes et des principes collaboratifs communs. Déjà, quand vous présentez, je vais prendre une entreprise qui s'appelle Leroy Merlin, et je pourrais prendre Castorama, que je ne connais pas. Ils font tous les deux le même métier. Ils vendent des outils de bricolage et de construction. Mais ils n'animent pas du tout, même si on m'a dit récemment que Castorama avait quand même beaucoup progressé, leurs équipes de la même manière. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués dans notre pays, et c'est l'influence de la bureaucratie, à fonctionner sur du quoi. Voilà ce que je te demande de faire. Et on doit apprendre à fonctionner sur du pourquoi. Et Leroy Merlin le fait très très bien. Parce qu'il dit, nous, notre métier, c'est pas de vendre des outils de bricolage. Nous, notre métier, c'est d'aider nos clients à arriver à leur maison et de les accompagner dans cette concrétisation. Et donc, ils vont manager les équipes en disant, comment tu as aidé tes clients à arriver à leur maison cette semaine? Comment tu les as accompagnés dans leur concrétisation? Parce qu'on est sur du sens, on est sur du pourquoi. C'est marrant, ça me fait penser on parlait de la relation parent-enfant tout à l'heure. On est quand même un peu dedans aussi. C'est-à-dire que quand on va dire à un enfant de faire ça, il va pas forcément comprendre et peut-être y aller à reculons. Quand on lui dit de faire ça parce qu'il y a ça ou dans quel objectif, là tout de suite on essaie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus, qui sera beaucoup plus simple pour l'enfant à effectuer. Et ben, je peux pas m'empêcher de faire ce parallèle-là vu qu'on n'arrête pas d'en parler depuis le début Mais c'est de ce exactement podcast. ça, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus dans des réformes des entretiens annuels. Moi, on m'appelle de plus en plus là-dessus. Parce que c'est plus facile d'aller voir son collaborateur en disant, bon, on a une vision qui est un peu lointaine. Maintenant, toi, dans ton quotidien, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu as envie de proposer à l'entreprise pour mieux aider à ton niveau nos clients à arriver à leur maison? Et là, on va aller sur une pratique où, dans le cadre d'un entretien annuel, peu importe, je vais demander à une personne, à un collaborateur qui est caissière, peu importe, de me proposer quelque chose. Donc on n'est plus sur des objectifs descendants, on est sur des engagements ascendants, de me proposer quelque chose qui permettrait à son niveau d'incarner la vision, le sens de l'entreprise. Donc là, c'est complètement différent. Mais ça suppose d'avoir réussi à définir cette vision, le sens de Ouais. l'entreprise. Et donc, c'est là-dessus où les collaborateurs, à t'entendre, et ça me paraît assez évident, vont attendre, enfin, ils vont attendre ça de l'entreprise, L'impulsion. de bien partager l'impulsion de la Ouais. vision de là où on veut aller. Et du coup, mécaniquement, de dire: «Bon, bah, du coup, je vais essayer d'aider à atteindre, ou à aller dans ce sens-là et voilà ce que je te propose, allons-y, ensemble, toi mon manager, qui me demande, ce que je Oui, veux c'est faire». exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir d'autonomie si on n'a pas défini le cadre de l'autonomie.
Je parlais du sens, par exemple. On va prendre le métier des rippers, éboueurs, anciennement appelé. Si tu vas voir quelqu'un en disant, bah, ton métier, c'est de ramasser les poubelles et les mettre dans un camion, c'est pas ouf. Et là, on est dans du quoi? On est dans la description de poste. Mais si on vient le voir en disant, toi, ton métier, c'est par exemple, le cadre de vie de nos citoyens agréable, et tu contribues aux protections de l'environnement, c'est pas pareil. Ouais. Et donc la vision, il y a plusieurs. Moi, j'accompagne des entreprises dans la définition de leur vision, et des fois, ça peut prendre des heures. Leroy Merlin, d'après ce qu'ils ont dit, ont associé ces 20 000 collaborateurs dans la définition de la vision. Ça a duré quelques jours, à mon avis, parce que pour arriver à ces petites phrases. Donc, moi, en général, les clients pour lesquels je travaille, je dis, bon, on va le faire en comité restreint, manager et tout. On va déjà leur expliquer. Je vais prendre un autre exemple. Je travaille avec le secteur hospitalier et notamment un service qui fait la bouffe dans les hôpitaux. Et je leur dis, c'est quoi votre job? Ils me disent, bah, nous, on fait à manger. Je lui dis, non, ça, c'est pas votre job. C'est quoi votre job? Ça, c'est votre mission, ce que vous faites. Mais pourquoi vous le faites? Au bout de 4 heures, on est arrivé à la conclusion que, bah, quand on est hospitalisé, c'est pas agréable d'avoir mal. Et moi, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Et quand je voyais arriver la bouffe, c'était mon petit moment d'évasion, mon petit moment de plaisir. Je prenais le petit carré de fromage bien dégueu, je le découpais en petites tranches pour faire durer le temps. Et en fait, je dis, votre métier, c'est ça, c'est d'apporter des petits moments de plaisir. Donc, repensez votre manière de faire à manger pour justement nourrir ce moment de plaisir à travers tout ce qui est la nourriture gustative. Et du coup, ça va donner un autre challenge. Et donc, je peux mettre des challenges internes en disant, voilà, avec les moyens du bord, innovation, débrouillardise, MacGyver, comment on pourrait faire ça? Proposez-moi des trucs. Et là, j'insuffle une dynamique qui est complètement différente parce que j'ai préalablement défini la règle du jeu. Et je manage mon équipe non pas en disant, toi, ton métier, c'est de faire à bouffer, mais ton métier, c'est d'apporter des petits moments de plaisir à travers la nourriture à nos patients. Je sais pas si je suis clair. Est-ce qu'une autre façon de le voir, ça serait de dire quel impact je veux avoir au quotidien dans mon job? Je sais pas si je parlerais d'impact dans ce cas-là. Moi, je pense que c'est peut-être une notion un petit peu. C'est plus l'impact, ça va être la quête de sens. Pour moi, l'impact, c'est peut-être un peu plus personnel que la vision même du job de l'entreprise. Mais il y a quand même des croisements et des points entre l'impact et la raison d'être de son métier. Mais l'impact, je le laisserais beaucoup plus perso au final. Moi, je pense qu'il faut bien parler enfin, il y a un mot qui me parle, c'est quelle est ta contribution? Quelle est la pierre que tu souhaites apporter? C'est le symbole du tailleur de pierre. Vous connaissez, c'est assez connu, donc on va pas se la refaire, mais c'est toi, tu apportes quoi dans notre système? En fonction de ce dont tu as envie, qui te plaît, et qui pourrait être bon pour l'entreprise. Parce que quand on est dans ce genre de dynamique, moi, je pense qu'il faut que toute proposition, toute initiative doit être satisfaisante à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. J'ai remarqué que quand c'était trop pour l'entreprise, le salarié n'était pas content, et quand c'était trop pour le salarié, l'entreprise n'était pas contente. Donc, quelle est l'action qu'on peut concrètement mettre en place qui soit bénéfique pour les deux, concomitamment. Et je pense que c'est ça l'avenir. Parce que l'analyse que j'ai faite de l'évolution du management, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même beaucoup au profit de l'entreprise. Mm. Et Nicolas, toi, tu as eu des expériences justement qui t'ont permis de dégager aussi des façons de faire coïncider cette vision et ces actions au quotidien aussi des salariés, ou peut-être de décliner aussi tes grandes phrases de tout à l'heure pour rendre ça plus concret aussi dans tes expériences. Est-ce que j'ai le droit à un joker? Là, je sèche. Euh, Bah, par exemple, si on prend l'exemple de le mieux est l'ennemi du bien, comment concrètement tu fais adhérer tes équipes à cette idée, et comment quel est l'impact aussi que ça a pu avoir de manière concrète, quelles ont été les initiatives aussi des salariés par rapport à ce principe, cette maxime?
Ouais. Alors adhérer à l'idée, je pense que tout le monde, en tout cas dans mon équipe, alors je n'ai pas posé la question, donc je vais bien retenir les 3 questions parce que c'est très, très intéressant, de mon point de vue. Je pense que tout le monde adhère sur ce principe de dire: «Le mieux est l'ennemi du bien». Après est-ce que c'est applicable, dans le contexte dans lequel, dans lequel, j'ai évolué là sur ces 2 dernières années chez Unify? Il y a 2 ans, j'avais tendance à dire que, c'était difficile de vraiment l'appliquer. Maintenant, peut-être beaucoup plus facilement, puisque je suis pas tout seul avec mes équipes à travailler sur des projets, mais on a des comptes à rendre à des clients internes, des équipes de direction de marque ou de marketing ou de choses comme ça. Donc parfois, on va vouloir essayer d'avoir cette approche, le mieux est l'ennemi du bien, de faire déjà quelque chose de simple, de correct, à l'essentiel, ne serait-ce que pour voir si ça fonctionne, et ensuite on ira plus loin. Quand, en face, on apprend que finalement, bah, pour tel annonceur, tel partenaire, on s'est déjà quand même pas mal avancé, je vais me retrouver avec, la belle phrase, mais que je pourrais pas appliquer puisque, bah, le besoin, il a été exprimé, il faut que faut que j'aille au mieux et que je peux pas m'arrêter juste, à bien. Mais il y a des projets sur lesquels on est beaucoup plus en autonomie ou sur lesquels on a plus de légitimité et sur lesquels on peut réussir, enfin plus de légitimité, plus de capacité à proposer différentes façons de travailler, de prioriser et de tester. Et de plus en plus maintenant, comparativement à il y a 2 ans quand j'ai pris mes fonctions. Où, cette notion de faisons déjà la base même, ce pourquoi on veut travailler sur tel ou tel projet et ensuite on verra, on itérera et on améliorera, c'est mieux entendu. Mais là, on est très, dans, ces notions d'organisation, autour de l'agilité, autour de la vision Mmh. produit et autour dans un objectif d'expérience client, d'expérience utilisateur, où on va essayer de valider, par différents moyens, des concepts, et la satisfaction utilisateur, le potentiel intérêt économique, de tel ou tel sujet et ensuite on ira, plus loin si ça s'y Mmh mh. prête. C'est une logique lean, Ouais, ouais, tout à fait. C'est alors, là chez Unify, on n'en est pas encore là, mais c'est effectivement, ce vers quoi, je trouve qu'il faut tendre, d'avoir cette logique lean. Mais le lean, c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit qui doit être partagé dans toute la boîte et bon, c'est pas encore, on n'en est pas encore là ou en tout cas, on passe les étapes, petit à Mmh petit. mh. Très intéressant. On arrive déjà à la fin de l'épisode. On voulait juste vous proposer un petit challenge avant de se quitter. C'était le suivant. Si vous aviez un conseil à donner à un chef d'entreprise, à un salarié ou un manager, lequel serait-il? À un manager, mais parce que c'est ma façon d'être, c'est ce côté d'être accessible et de communiquer pour moi, c'est la base même. Après on peut parler de choses dans plus de détails, de façon, de posture, de leadership et cetera. Mais pour moi la base, c'est de parler et en bien, en mal, c'est pour moi quelque chose qui est absolument essentiel et qui est vraiment mon mode de fonctionnement depuis toujours et qui me drive énormément et c'est ce que je partage, à tous parce que les écrits, les procédures et cetera, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend. Garder des choses pour soi, et considérer que tout le monde le sait, bah, c'est toujours compliqué. Parler, échanger, ça fait avancer en fait et ça donne envie en plus de travailler, tous ensemble. Donc moi, c'est ce que je dirais. Du coup, tu as des exemples de façon enfin, tu parlais de communiquer, donc si je comprends bien, c'est aussi, à l'oral, en physique. Enfin, il y a une notion, tu parlais de l'écrit, donc j'imagine qu'il y a une notion de présence physique et d'oralité. Mais est-ce que tu as des conseils qui t'ont permis vraiment de mieux communiquer aussi, avec tes équipes? D'écouter, en fait. Je laisser,
ces équipes parler. J'ai une tendance de temps en temps à couper la parole ou à penser que j'ai compris un peu trop vite. Et en fait, écouter et noter, alors ça, c'est notamment ce que j'avais appris quand j'ai fait toutes les différentes formations, ne serait-ce qu'en recrutement, mais sur d'autres types d'échanges que j'ai pu avoir, mais c'est écouter et noter exactement, ce qu'on a entendu et pas reformuler. Ça, c'est intéressant dans la relecture après parce qu'en fait, il faut pas réécrire avec ses mots, il faut parfois, quand on a besoin de prendre des notes, écrire vraiment ce qu'on entend. C'est tout aussi enfin, c'est même, je trouve, plus intéressant. Mais laisser les personnes s'exprimer, laisser les collaborateurs s'exprimer et parler, échanger et quand on écoute, ça veut dire qu'on est capable ensuite de rebondir et de se nourrir de ce que la personne nous aura dit pour ensuite continuer à discuter. C'est important, quoi. Si c'est juste de dire, je sais plus dans quel sens c'est, j'entends, mais j'écoute, mais j'entends pas, ou j'entends, mais j'écoute pas. Bref, ce côté, très bien, tu peux parler, mais de toute façon, je sais déjà où est-ce qu'il faut aller. Je pense qu'on perd une sacrée manche. Donc on entend une musique et on écoute les paroles. Bah voilà. J'entends, mais je n'écoute pas. Donc, Merci. c'est cadeau. Francis, un conseil à nous partager aussi pour... J'irai dans le sens de Nicolas. J'irai peut-être un peu plus loin parce que l'écoute c'est bien, mais j'ai remarqué que les gens n'osent pas toujours s'exprimer. Et, C'est bien et je vrai, ça. crois que aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, vérifiez toujours vos présupposés. N'allez pas proposer quelque chose si vous n'avez pas vérifié que c'était un sujet. 2, cessez de persuader les gens. Cessez quelque part de leur vouloir du bien, de leur apporter des solutions. Demandez-leur ce dont ils ont besoin. Et c'est un des principes où je dis, faut évoluer cette notion de persuasion à une notion de déclaration. C'est important de demander aux gens ce dont ils ont besoin. Par exemple, le style de management dont ils ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va y répondre favorablement. Mais si moi, par exemple, on me dit j'ai besoin d'un encadrement directif, je vais dire c'est pas moi, je sais pas faire. Et donc, du coup, il faut qu'on en parle. Donc, et c'est vraiment ça la déclaration. Tu vois parce que en fait, on est dans un monde. Les gens sont tellement habitués à obéir et à se soumettre et à se plaindre, par ailleurs, que tous les modèles de management que l'on connaît sont ce qu'on appelle la structure visible. C'est-à-dire que c'est le corporate, c'est ce qui est, on accepte et on s'autorise à dire officiellement parce qu'on sait que ça va pas, ça va gêner personne et tout le monde va être d'accord. Mais ce qui est intéressant quand on a été comme moi dans les ressources humaines pendant des années, c'est la machine à café. C'est là où les gens ne se sentent pas contraints d'être celui qu'on leur demande d'être et qui ils vont vous clasher des trucs super importants. Moi, quand j'étais DRH, j'avais toujours eu les bons tuyaux qui traînaient partout dans les machines à café, les couloirs. Et c'est là où j'avais la meilleure des informations. C'était pas dans les réunions officielles. Ah ben ça, moi, le retour à la fin du confinement et le retour à la machine à café pour tout l'informel, où je n'ai toujours pas trouvé la bonne façon à distance de retrouver ces relations-là. Enfin, rien ne remplace la machine à Voilà. café pour Et moi. donc, ça n'est pas possible à distance. Non. Parce qu'il y a une hormone qui n'est pas sécrétée quand on est à distance, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de la confiance qui ne peut être développée qu'en présence physique. Je ressens pas la même chose quand j'écoute un album et quand je participe à un concert. Et voilà. Et donc, quand j'écoute l'album chez moi, c'est le télétravail. Et quand je participe à un concert, c'est l'entreprise. Et il se joue pas les mêmes choses. Donc, c'est ça le conseil que je devrais donner, c'est vous, dirigeants, autorisez les collaborateurs à s'exprimer, incitez-les à s'exprimer à travers des rituels, genre la météo, tous ces trucs-là. Protégez-les, parce que des fois, ils vont vous dire des trucs qui vont pas vous plaire. Donc, mettez votre ego un peu de côté et sachez en fait négocier en mode adulte, c'est-à-dire que c'est la pensée stoïcienne, tout n'est pas possible. Donc, il y a des précautions à prendre, parce que si je demande à quelqu'un de quoi tu as envie, moi j'ai fait cette erreur en entreprise, bah moi je voudrais un super bureau avec une augmentation de salaire, et puis oui, non, j'ai mal formulé ma question. Donc, il y a aussi cette question de formulation qui est très importante.
Et c'est pour ça que pour moi, le manager, son rôle aujourd'hui, le dirigeant, c'est de bien créer le cadre au sein duquel les gens vont pouvoir librement s'exprimer sans peur de se prendre une baffe si ce qu'ils ont envie de dire n'est pas corporate. Top. Merci à tous les deux. Merci pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes. Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telvi en description. À très vite!